Bonjour à toutes et à tous. Jean-Luc Lasquelec, je suis le fondateur de Wallcrypt et nous organisons des webinaires dans le secteur de la blockchain en particulier. Alors Boris, tu peux faire signe de la main. Voilà, Boris Bonjour à va tous. effectivement être le modérateur du webinaire. Donc le webinaire va durer 30 minutes. Et nous avons Laurent Enoch, le fondateur de la société Kix, qui va présenter son activité dans le secteur de la blockchain, sachant que Kix est donc un des premiers acteurs dans le secteur industriel au niveau de la blockchain depuis de nombreuses années, à savoir depuis 2013-2014. Donc, étant donné qu'on est sur un secteur qui bouge très vite, donc on peut je dirais c'est quand même non négligeable puisque ça fait quand même 5-6 ans. Donc vous pouvez poser vos questions par chat. Boris se manifestera et pourra éventuellement aussi faire part des questions à Laurent. Petite information importante pour les personnes qui le souhaitent, vous disposerez d'un replay à la fin du webinaire pour les personnes qui n'ont pas le temps de voir l'ensemble du webinaire, bien que le webinaire, je le précise, dure 30 minutes, donc de midi et demi à 1 heure en fait. Voilà, mais écoutez, je propose Laurent que tu démarres. Hein, voilà, donc je te laisse la parole. Merci Jean-Luc de cette invitation. Merci Boris également d'animer tout ça. Merci à tous qui vous êtes inscrits. Je reconnais quelques noms dans la liste des participants, ça me fait très plaisir. L'objet de cette présentation est absolument non technique et en partie pour effectivement présenter ce que Kix sait faire, mais c'est pas vraiment seulement l'objectif. L'objectif, c'est de parler des sujets qui avaient été évoqués dans la présentation du webinaire, c'est-à-dire comment la blockchain peut nous aider à protéger du patrimoine, protéger des preuves de la survenue d'un événement, la preuve d'une situation, la preuve d'un passage sur un lieu dans certains cas. Alors le patrimoine, c'est assez simple quand ce sont des fichiers déjà numériques parce que la blockchain va permettre de garder des preuves de l'existence de ces fichiers numériques. Pour le reste, les événements, les situations qu'on peut observer ou la preuve qu'on est passé à un endroit particulier, il faut convertir l'événement ou la situation ou le point de passage, si vous voulez, en une preuve numérique. En général, on fait ça avec une photo, une vidéo, un enregistrement, etc. Alors, la blockchain, c'est en fait, en quelque sorte, et je ne veux vraiment pas rentrer dans des détails techniques, mais l'équivalent des tablettes de pierre de l'Antiquité, qui avait été la gravure sur pierre, qui avait été inventée il y a très longtemps. Après, au moment de l'invention de l'écriture, les tablettes sumériennes en argile. L'effet de la blockchain, c'est juste de garantir qu'une information écrite est écrite pour toujours. Et quand cette idée est apparue en 2009, moi j'ai été exposé, pas au tout début, mais assez vite. Et pour beaucoup d'informaticiens, quand ils ont découvert ça, c'était comme un rêve réalisé, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un espace sur lequel on puisse écrire quelque chose dont on a la garantie qu'il sera jamais, jamais effacé. Alors cette propriété, elle est vraie de Bitcoin. Aujourd'hui, on sait que ce qui est écrit dans Bitcoin, dans l'état de la connaissance, si vous voulez, est écrit effectivement pour l'éternité. Pourquoi c'est le cas? Ben, il faut un peu d'exercice pour s'en convaincre, mais c'est une réalité. Donc j'insiste, l'objectif n'est pas ici de décrire pourquoi la cryptographie de Bitcoin permet de faire ça. Ce que permet Bitcoin depuis sa création, c'est d'écrire la preuve de l'existence d'un fichier, puisque Satoshi Nakamoto a prévu dans le protocole au tout début de pouvoir écrire un mot très court, en gros la taille d'une empreinte de fichier, d'une empreinte numérique de fichier,
avec pour objectif affiché de ne pas permettre que la blockchain puisse servir à stocker des films ou des vidéos en ligne pour l'éternité, mais qu'elle devait servir, elle pouvait servir effectivement à obtenir ce type de preuve. On a vu tout de suite arriver des constructions qu'on a appelées les pièces colorées, colored coins, qui permettaient d'embarquer ces preuves d'existence de données dans une blockchain de façon plus ou moins prédéfinie. Bitcoin reste un outil assez rustique pour le faire, bien qu'il le fasse effectivement très bien. Donc, ce support inaltérable, on va effectivement l'utiliser pour stocker des empreintes. Alors, quand même, une empreinte d'un fichier, c'est un nombre de taille fixe, 32 caractères, 64 caractères, qui représente de façon très très fiable un contenu numérique. Alors, je dis fiable, en fait, la propriété très très forte de ces empreintes modernes qui ont permis de créer BitTorrent, Git et puis Bitcoin, pour ceux qui connaissent, dans les années 2010, 2000 à 2010 plutôt, c'est de se comporter comme des nombres aléatoires, c'est-à-dire d'être totalement impossible à corréler. C'est-à-dire que l'image qui a servi à créer une empreinte ne peut pas être devinée à partir de cette empreinte. On ne peut pas créer deux fichiers qui auraient la même empreinte, etc. Toutes ces bonnes propriétés qui permettent à Bitcoin de fonctionner et qui nous permettent effectivement d'enregistrer des preuves. Alors, au-delà de ça, des preuves d'existence de fichiers, Bitcoin nous a appris quelque chose de plus. Bitcoin a appris qu'on pouvait maîtriser son identité numérique. Parce que pour faire une transaction Bitcoin, eh bien, on utilise des clés publiques, privées, des adresses de paiement en fait. Et ces adresses de paiement sont des clés sophistiquées d'un système de signature numérique. Et en fait, leur utilisation dans les crypto-monnaies, elle consiste en gros à contrôler un portefeuille, un porte-monnaie électronique. Dans la vie de tous les jours et la vie industrielle, elles peuvent servir à représenter notre identité numérique. Alors pourquoi l'identité? Simplement parce que on est en mesure de prouver que l'on connaît la clé privée et de signer avec cette clé privée. Et seuls nous, le dépositaire de cette clé, sommes capables de le faire. Et en fait, pour refaire le parallèle avec l'écriture de tout à l'heure, je parlais des tablettes sumériennes pour la blockchain, mais en fait, la signature numérique des blockchains, elle nous permet de retrouver dans ce monde numérique une partie d'identité qui était perdue dans le numérique pur et qui ressemble en fait à ce qu'on note l'écriture. L'écriture peut être décodée par un graphologue, on peut prouver qu'un écrit est effectivement émis par une personne, et les signatures numériques des blockchains font la même chose dans un monde totalement numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un outil qui permet d'obtenir des preuves de ce qu'on appelle la non-répudiation, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir dire dans le futur qu'on n'a pas fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on a signé à un moment donné, on a créé une donnée, et on peut utiliser ces signatures qui sont plus faciles à utiliser que les signatures électroniques commerciales habituelles pour faire beaucoup de choses, et notamment garantir l'identité de la personne qui crée une photographie, qui crée un écrit qui va être mis à disposition sur Internet, par exemple le texte d'une chanson, etc. Ça relève du patrimoine. Voilà. Alors, les signatures de ces crypto-monnaies ont des bonnes propriétés par rapport à ce qui existait avant. Elles sont toutes petites. On peut les contrôler maintenant. Il y a de nombreux acteurs qui ont mis à disposition des usagers des coffres-forts de ces adresses. Donc, la société française Ledger est une des plus belles startups blockchain du monde, et elle a un outil pour faire ça. Il y en a d'autres. Le principe, c'est que on a des outils techniques pour protéger des secrets qui, par ailleurs, seraient difficiles à protéger.
Bon, d'autres moyens plus simples de rendre la vie facile aux utilisateurs existent. On les utilise chez Kix. C'est des porte-monnaies électroniques, c'est-à-dire que la clé, le secret est protégé sur un serveur, mais il est protégé chiffré et il ne peut être utilisé malgré tout que par son détenteur. Voilà, donc voilà pour les signatures, c'est un élément clé en fait du dispositif complet de preuve, parce que la preuve d'origine d'une information, la preuve, ce qu'on appelle l'authenticité d'un document, ou la capacité effectivement à empêcher la répudiation, empêcher de dire quelqu'un non mais c'est pas vrai, je l'ai pas fait, c'est aussi important que de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et donc, les signatures numériques, dans ce contexte, servent ces deux intérêts. Après, nous, le métier de Kix, depuis le début, c'est de mettre les preuves dans les fichiers. On a des brevets, on a compris qu'il y avait un intérêt à retrouver pratiquement les propriétés du papier dans ce monde numérique. Je reviens à l'écriture. Finalement, un fichier qui a été protégé par Kix, c'est comme un rouleau de papyrus des temps anciens qui est fermé par un cachet de cire. Et le papier est en lui-même suffisamment inviolable à l'échelle de son utilisation, et le cachet de cire garantit à la fois l'origine et le fait qu'on puisse pas y toucher. Et Kix fait ça. Kix prend une photo, prend un fichier Word, un PDF, un zip, n'importe quel format, et l'équipe de preuves qui sont totalement intégrées au document sans l'altérer. C'est-à-dire que la photo reste une photo, le zip reste un zip, etc. Et c'est un élément clé pour, on pense, nous, pour la preuve, l'utilisation des preuves, parce que c'est déjà compliqué d'obtenir ces preuves, même si c'est simplement des photos. Si en plus il faut conserver dans des coffres-forts séparés des traces du fait qu'on a effectivement obtenu la preuve que cette photo existait à un moment donné, etc., on est en tracas. Et c'est encore plus vrai pour tous les documents du quotidien de la vie professionnelle ou même un peu dans le privé. Un fichier image ou un PDF ou un zip, s'il faut garder à côté des traces, c'est difficile. Et donc, voilà notre métier à nous dans ce contexte, c'est-à-dire qu'on complète, si vous voulez, on réutilise en fait les technologies dont j'ai parlé, c'est-à-dire la capacité à créer une preuve d'intégrité par une empreinte, la capacité à obtenir une signature par un dispositif qui permet de mettre dans un fichier autant de signatures électroniques qu'on veut, des signatures à base de certificats, à base de Bitcoin, etc. Autant d'empreintes cryptographiques qu'on veut, y compris des empreintes avec des propriétés particulières, etc. Et on décline ça dans trois applications essentiellement. Une application qui s'appelle Photoproof, qui en fait consiste à prendre une photo avec un appareil photo standard. L'application, vous la trouverez, elle s'appelle Photoproof by Kix. Elle permet de prendre des photos d'un état des lieux, par exemple, de n'importe quel événement dont on serait le témoin. Et la photo est géolocalisée. Si on a activé la géolocalisation, elle est géolocalisée. Et puis l'ensemble des données de la photo, y compris les métadonnées techniques, sont verrouillées par la preuve d'intégrité qui est intégrée à la photo. La photo est elle-même signée par l'identité numérique de son émetteur. Et elle peut donc être opposée comme preuve dans le futur à tout moment. Voilà, le fait d'avoir utilisé la blockchain est un plus, c'est pas une nécessité absolue tout le temps, puisqu'on peut aussi obtenir des preuves de date avec des moyens informatiques habituels. Je regarde mon chrono pour pas prendre trop de temps. Donc Photoproof, c'est une application clé en main très simple. On a une autre application qui s'appelle Kix as a Service, qui est d'usage professionnel, elle n'est pas affichée en ligne, qui permet par simple glisser-déposer, de créer des versions protégées de fichiers. Donc ça peut servir pour protéger des œuvres d'art au sens écrit, hein, c'est-à-dire que vous avez écrit un texte de chanson, vous avez écrit une musique de chanson, vous avez écrit vous avez fait des photos à titre professionnel ou semi-pro, et bien vous pouvez simplement les protéger de cette manière-là, obtenir la preuve d'existence définitive des originaux,
et éventuellement diffuser sur les moteurs sur les réseaux sociaux des versions dégradées de la même photographie sans plus de protection, puisque vous gardez la possibilité de prouver que effectivement vous êtes vous êtes détenteur de l'original. Je me Et permets d'intervenir juste rapidement. Sans Costet demande, existe-t-il déjà une jurisprudence avec photoproof? alors je vais répondre à cette question après. Merci, merci Vincent, je vais répondre. Je finis vite parce que la troisième application, je suis au bout, c'est l'équivalent de Kix as a Service, mais sous forme d'une application de bureau qui s'appelle Kixdrop, qui peut être utilisée pareil pour protéger des fichiers. Et la différence entre les deux est que les fichiers ne sortent pas du contexte technique de la personne qui les protège. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas envoyées sur un serveur à distance, même si, même dans ce cas, on peut bien le protéger. Voilà. Donc, j'ai à peu près fini pour ma présentation, sauf juste peut-être dire que finalement, protéger un texte de chanson, c'est un fichier, c'est du patrimoine, ben, ça se protège en écrivant l'empreinte du fichier dans une blockchain, pas forcément Bitcoin d'ailleurs, hein, ça peut être d'autres blockchains, mais Bitcoin est sans doute la plus solide. Euh, Protéger n'importe quel événement ou situation qui relève de la vie courante, ça se fait en prenant une photo ou en prenant une vidéo ou un enregistrement de cet événement, et c'est cet objet-là numérique qui va pouvoir être déposé sur la blockchain. Voilà, mais à peu près tout va pouvoir être traité de la même manière. Voilà, merci, merci à tous. Oui, Boris, je veux bien répondre aux questions. Donc tu demandais en premier temps l'opposition légale. Alors, d'abord, le droit, la force de preuve nécessaire à déployer n'est pas la même dans le droit commercial et dans le droit public. Dans le droit commercial, les acteurs d'une relation sont libres de consentir aux moyens de preuve. Et donc, il suffit d'avoir signé une première fois qu'on était d'accord pour utiliser ce type de preuve pour avoir le droit de l'utiliser. Et ça peut relever de conditions générales. Toutefois, nous, enfin, à KIX, j'ai dit qu'on pouvait signer avec des certificats, c'est-à-dire que nos solutions permettent de signer avec des certificats IDAS qui peuvent être opposables légalement, puisque ces certificats sont reconnus IDAS, RGS, etc. Voilà, donc la question de la preuve blockchain en tant qu'outil juridiquement valide fera l'objet de jurisprudence. Aujourd'hui, il y a déjà des cours de justice, notamment il y en a une en Chine récemment qui a dit que c'était des preuves recevables. On peut penser que il soit surtout difficile à quelqu'un de tenter de frauder, c'est-à-dire tenter de dire que cette preuve n'existe pas. C'est-à-dire que monter le dossier à charge est difficile avec les blockchains, parce que n'importe quel informaticien ou expert qui pourra être questionné sur le sujet dira mais non Coco, c'est impossible, tu peux pas dire que c'est pas toi qui as signé ça, tu peux pas dire que cette donnée n'existait pas. Voilà. C'est la seule question qu'on a reçue. Ok. Une question pour bien être sûr de comprendre, puisque donc quand on a un fichier, donc on l'envoie sur la blockchain, on reçoit donc j'irai un code, si j'ai bien compris, mais il ne s'agit pas ensuite de perdre finalement le fichier qu'on a envoyé. Non, quoi qu'il en soit, c'est ce fichier-là qui fait la preuve, parce que l'empreinte a été calculée à partir du fichier. Donc l'empreinte n'est pas inversible, c'est-à-dire quelqu'un qui trouve cette empreinte ne sait pas à quelle donnée elle correspond. Par contre, l'empreinte a une très très forte propriété, c'est que il y a tellement d'empreintes possibles que il est impossible de tomber dessus par hasard. On ne peut pas trouver une empreinte comme ça. C'est-à-dire que si elle a été écrite quelque part, c'est que elle correspond à un fichier. Statistiquement, c'est extrêmement fort. Elle correspond à un fichier. Ce fichier existait, il était dans les mains de quelqu'un. Ça a été calculé à partir de quelque chose. Et donc, même, même par exemple, pour faire la preuve que on est le détenteur du copyright d'une photographie, on a fait une photo dans les manifestations, par exemple, récemment,
on veut protéger cette photographie, eh bien, on va effectivement calculer une empreinte de cette photographie, ou avec KIX, nous on dit qu'on va la KIXer, et cette empreinte va être stockée quelque part. Elle pourrait être stockée d'ailleurs dans la version de la photo de taille réduite qu'on met sur Facebook. C'est-à-dire que la photo Facebook fait le lien avec l'objet qu'on détient, et peut-être qu'on pourrait considérer que Facebook joue presque le rôle d'une blockchain ici, et que les objets ils sont gardés presque ad vitam aeternam. Quoi qu'il en soit, pour répondre à ta question, c'est intéressant, au moment de faire valoir la preuve, il faudra présenter le fichier. C'est-à-dire que s'il y a une contestation, on dira, on lève la main, on dit, moi j'ai ce fichier, tenez, je vous le prouve, et donc on amènera le fichier au juge ou à l'huissier ou à qui doit vérifier, et le fichier sera vérifié comme ayant bien l'empreinte dont il est question dans la blockchain ou sur Facebook. C'est une bonne idée avec Facebook, effectivement, de pouvoir utiliser la photo de faire son empreinte à partir de là, quoi, en fait, effectivement. Je vois qu'il y a Christophe qui pose une autre question, Maurice. Tout à fait, Christophe demande, est-ce que l'horodatage de la blockchain est reconnu par la justice comme fiable? Je crois qu'il y a encore beaucoup de questions, doutes sur le sujet. Ton avis? Oui, c'est très intéressant. Surtout, le vrai problème, c'est que on peut ne pas avoir un horodatage de qualité avec la blockchain, parce que il peut y avoir des problèmes au moment où on essaye de l'obtenir. Les frais de transaction ont explosé, la transaction passe pas, il y a un bug sur le. Voilà. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'on veuille vouloir faire passer un horodatage à une date T, mais en fait, ça passe à T plus 2 heures ou T plus 24 heures, etc. Donc, la question de la date sur les blockchains est assez difficile, parce que c'est de toute façon pas une date très très précise. Toutefois, l'écriture de l'information, à partir du moment où elle est attestée dans un bloc d'une blockchain, elle est attestée à une date qui est une date de consortium, parce que l'ensemble du réseau des mineurs se met d'accord sur un temps approximatif, à quelques secondes près. Et donc, on a quand même une information de date dans le bloc qui est, je dirais, relativement crédible, et qui est certainement pas facile à contester. Voilà, c'est-à-dire que le fichier, en fait, on sait qu'il existait avant cette date d'écriture dans la blockchain. Ça, c'est sûr. Mais il pouvait exister longtemps avant. C'est ce qui, quand on veut prouver quelque chose, peut poser problème, parce que des malins peuvent faire un faux, prendre une photo de carrosserie propre, et puis faire croire que c'était l'état de la carrosserie un peu plus tard, etc. Donc il faut prendre des précautions. Mais moi je dis, mon avis, Christophe, sur cette question, c'est que cette date est irréfutable à partir du moment où c'est écrit dans la blockchain, c'est vrai. Pourvu qu'on utilise une blockchain assez solide. Nous, à KIX, on utilise une combinaison de blockchain et d'horodatage qualifié, RFC 3161, il y a une norme pour ça, de manière à séparer la question de la date, qui peut être précise dans ce cas-là à la demi-seconde, on va dire, à la seconde ou à la demi-seconde, de la question de la preuve d'existence, qui, elle, a moins besoin d'une preuve temporelle. Quand on travaille sur des contrats, par exemple, ou qu'on fait une proposition technique à un client dans l'industrie, on a un copyright. En général, il est suffisant que ce copyright soit testé à la journée près. C'est pas la peine de chercher la microseconde. Et dans ce cas-là, ma réponse est que oui, les blockchains jouent leur rôle ici de fournisseurs de dates crédibles, opposables en tout cas. Hein. Voilà, c'est pas aussi précis que ce qu'on sait faire par informatique traditionnelle, mais ça marche. Une question additionnelle toujours de Christophe.
vous ne publiez uniquement que le hash du Merkle root ou chaque hash de fichier est envoyé? Alors les haches, alors KX est très multi-blockchain. On a donc en fait on crée des certificats mutualisés qui jouent le rôle de Merkle root pour les initiés. Donc c'est ce hash qui est écrit sur Bitcoin. On en écrit un par défaut pour nos clients de base, on va dire. On en met un toutes les 12 heures sur la blockchain. Et donc ce hash protège la racine d'un arbre de Merkle dans lequel sont référencées toutes les empreintes qui ont été proposées dans la période de 12 heures. Voilà, c'est la solution habituelle. Il y a de nombreuses solutions techniques pour organiser ces arbres de Merkle, mais l'effet est le même, hein. On a une empreinte qui mutualise en fait des demandes qui sont faites dans une période de temps donnée. Et effectivement, Christophe, oui, c'est ce qu'on fait. Afidi qui demande, en parlant d'une blockchain solide, cela signifie qu'une blockchain qui ne serait pas assez solide peut disparaître et donc que notre preuve peut disparaître. Absolument. Absolument. Dans l'histoire des blockchains depuis 2009, il y a eu de très très nombreuses attaques sur des blockchains. Il y en a eu une récemment sur Ethereum Cash, classique, pardon, je me confonds. C'est effectivement une blockchain peut tout à fait disparaître. C'est pour ça que on recommande de n'utiliser que les plus importantes, hein. Bitcoin est certainement, à mes yeux, la plus sûre. Elle a été testée sur le terrain depuis de nombreuses années. Après, on trouve Ethereum, on trouve d'autres blockchains, mais pour les puristes, la seule manière de protéger et d'obtenir la garantie d'indestructibilité définitive de ce qui est écrit dans la chaîne est offerte par la preuve de travail. Et donc, l'algorithme de consensus de Bitcoin et d'Ethereum à ce jour. Tous les autres systèmes de consensus qui reposent sur des preuves de possession, des votes, etc., ont d'énormes défauts et ne peuvent pas valablement être utilisés pour stocker des preuves qui seraient résistantes à l'échelle du temps. Voilà. Maintenant, tout dépend le temps qu'on considère, hein. C'est un peu. Tout à l'heure, je parlais de papyrus après avoir parlé de tablettes d'argile ou de pierre sculptées. On peut être dans la même situation, c'est-à-dire il y a des durées de conservation qui sont suffisantes, donc on peut éventuellement utiliser une blockchain un peu moins robuste, mais on peut avoir effectivement dans ce cas-là le problème que euh, ça casse brutalement ou qu'il y ait des grosses difficultés. Eric Bouchey qui demande la variabilité des coûts d'une transaction Bitcoin impacte-t-elle l'utilisation de vos services? Comment est-elle acceptée par vos clients? Non, alors ça ferait l'objet d'une autre, peut-être, on a une offre, là je vais parler de fichiers isolés, mais on fait d'autres choses qui relèvent des smart contracts. Euh, la, la, les frais de transaction sont un problème, c'est pas le seul problème. Alors nous, effectivement, on les prend à notre charge parce qu'on les mutualise, c'est-à-dire que on est capable de répartir l'effort correspondant à un nombre important de demandes d'ancrage sur une certaine durée et donc d'absorber ces coûts. C'est vrai qu'en fin 2017, on a atteint 50 euros pour écrire dans Bitcoin. C'était vraiment très très cher pour écrire 40 octets. Donc les coûts peuvent poser problème, mais ils sont mutualisés et pour nous c'est un service qui ne coûte quasiment rien. C'est pas un problème, même si les frais de blockchain devaient s'envoler, c'est amorti par le nombre. On ne facture pas ça. Voilà, je pense qu'il y a aussi, tu m'avais dit la dernière fois, Laurent, que tu peux aussi, dans ton activité, certifier les diplômes aussi, non? Oui,
Ah, ouais, merci. Ouais. Merci Jean-Yves. Ça va peut-être me permettre, je sais pas combien de temps va durer le webinaire, mais ça me permet peut-être de conclure sur quelque chose que je voulais dire et très intéressant qui concerne l'identité numérique. Euh, donc les diplômes font partie des fichiers isolés qu'on peut protéger. Mais alors il y en a d'autres. Le webinaire était plutôt orienté sur le patrimoine ou sur des preuves photographiques, mais c'est vrai que on peut protéger aussi des factures. Kix protège les communiqués de presse d'EDF. Et voilà, on peut faire pas mal de choses différentes. Alors pour les diplômes, c'est intéressant d'ailleurs, comme pour les communiqués de presse, c'est qu'ils sont signés numériquement par une identité numérique, c'est-à-dire qu'ils sont le fichier porte une ou plusieurs signatures qui identifient l'émetteur. Et ça me renvoie sur les réseaux sociaux parce qu'on fait depuis pas mal d'années les, les diplômes d'une école de Marseille qui s'appelle le MD, qui nous ont soutenus au début, voilà, avec beaucoup d'amitié. Et la manière qu'ils ont de communiquer sur leur identité numérique est intéressante. Ils diffusent leurs clés publiques sur leur page LinkedIn. Donc l'alumni, si vous voulez, peut venir constater que la qualité d'un diplôme est valide en regardant sur LinkedIn. On peut le faire à d'autres endroits, on peut mettre les clés publiques sur une blockchain également, on peut faire beaucoup de choses. Mais ça renvoie de nouveau aux réseaux sociaux comme tiers de dernier ressort pour de finir la boucle et ici garantir une identité numérique, puisque seule la personne qui est capable de gérer le compte LinkedIn, par exemple, ou Facebook est supposée pouvoir modifier ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de hack, eh bien, tout va bien. Voilà. Effectivement, tu as évoqué Facebook, LinkedIn. Voilà, donc j'avais pas pensé effectivement à ce type, je dirais, de entre guillemets de stockage finalement, hein, mais oui, c'est très d'actualité en plus en fait, hein, notamment LinkedIn qui est beaucoup utilisé entre guillemets comme CV professionnel maintenant en fait, hein, voilà, qui devient quelque part une norme. Bon, bah écoute, Laurent, on te remercie pour ton intervention qui était vraiment très intéressante. Alors, si on a quelques instants encore, il y a peut-être une question encore de dernière minute. Comment utiliser la blockchain pour sécuriser et archiver numériquement des documents cadastraux? Alors, documents cadastraux, vous voulez parler des preuves photographiques, des preuves ou, ou des preuves de... Ah non, non, excusez-moi, je confonds le cadastre, oui. Oui, bah, écoutez, moi j'ai une idée pour le cadastre qui est très simple, hein. On prend un appareil photo géolocalisé et on se met dans les quatre coins du terrain qu'on revendique, et puis on prend des photos de l'intérieur du terrain. Avec quatre photos, on a la preuve que on était bien à cet endroit-là, à cet endroit-là, à ce moment-là, et que on était en mesure de faire ces photos. Maintenant, prouver que ça nous rend propriétaire du lieu, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, je sais que le cadastre est un sujet pratique dans certains pays africains qui n'en sont pas dotés. Et il y a des startups qui essayent de proposer du cadastre, d'utiliser la blockchain comme outil de notarisation, en fait. C'est un mot qu'on employait un peu dans le passé. Donc, avoir l'équivalent d'un notaire qui préserve des preuves. Maintenant, si on laisse les gens faire eux-mêmes, obtenir eux-mêmes les preuves, on court à des difficultés parce que seuls les plus techniquement, les plus geeks peuvent s'arroger la totalité d'un territoire, hein, simplement photo avant les autres. Voilà. Donc oui, disons que une preuve de propriété peut être ancrée sur la blockchain. Voilà. Le cadastre aussi, mais je pense qu'il faudrait quand même que le document soit produit dans des conditions de collégialité importante. Voilà. Ludovic, Ludovic Parisi qui demande une évolution du métier de notaire qui validerait sur place la propriété. Est-ce que c'est ça l'idée, en résumé?
Ah, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait se faire comme ça. Les notaires d'ailleurs ou les géomètres, parce que les géomètres passent leur vie à arpenter le territoire, ils pourraient attester, ou les deux ensemble, ou effectivement, oui, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu iconoclaste hein, d'aborder ce type de sujet. On les voit évoquer souvent, mais c'est difficile de penser que des métiers aussi installés peuvent être attaqués comme ça. Voilà. Même si c'est vrai qu'une partie de leur mission est de protéger des preuves, le reste, c'est une mission d'explication, c'est une mission de vérification, etc. Donc, effectivement, la preuve de l'existence d'un document, un contrat de vente, un titre de propriété, tout ça, ça peut effectivement aller dans la blockchain. Enfin, aller dans, non, le mot je ne devrais pas conclure là-dessus. Ça peut être attesté par la blockchain. La donnée ne va jamais dans la blockchain. J'ai une dernière question, si c'est possible. Je sais que, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle BC Diploma, qui s'occupe, par exemple, de certification de diplôme. Quels sont les enjeux, par exemple, pour une comme vous, est-ce que c'est jouable à grande échelle? Est-ce que c'est réellement faisable? Ou est-ce qu'il y aura des acteurs vraiment à très grande échelle qui vont limiter justement votre intégration sur certains types d'activités? C'est compliqué de répondre, parce que c'est un peu lire dans le marc de café. Les startups ont un rôle à jouer là, parce que les gros ne se sont pas trop intéressés très vite à ce qui se passait. Même dans les grandes entreprises où il y a des gros blockchains, la prégnance des questions juridiques, par exemple, crée des freins qui sont difficiles à dépasser. Les blockchains sont un peu plus souples à expérimenter et peuvent proposer des solutions. Donc effectivement, nous, Kix, on est concurrent de BC Diploma. Il y a un certain nombre de sociétés qui sont actives sur ce créneau-là. On est, je pense, en mesure d'effectivement équiper des grandes universités, voilà, aussi bien eux que nous. L'intérêt de la concurrence, c'est que ça montre que le marché existe. Voilà, le marché existe. Je ne pense pas que ça intéresse des très grands groupes d'aller sur ces métiers-là à court terme. Très bien, bah, écoute Laurent, je pense qu'on a un petit peu débordé. C'était vraiment intéressant, donc on pourrait effectivement en débattre longtemps. C'est un petit peu donc l'objectif aussi de WorldCrypt, d'organiser des webinars de courte durée, hein, comme là 30 minutes ou légèrement plus, et de parler de différents sujets effectivement. Hein. Tout à l'heure tu as parlé par exemple, pourquoi pas, de la preuve de travail. Ça pourrait être aussi un sujet de webinar, pourquoi pas, de comment choisir effectivement une blockchain. Enfin, il y a tellement de questions, effectivement, des petits webinaires comme ça, je pense que c'est assez intéressant effectivement de pouvoir se concentrer sur notamment comme là effectivement l'identité numérique. Moi en tout cas je souhaite remercier effectivement donc l'association Cryptosphère, parce que tout à l'heure j'ai oublié de citer Cryptosphère Boris, hein, puisque Boris donc est effectivement le responsable de l'association Cryptosphère. C'est l'association donc des étudiants, hein, responsable sur Rennes, c'est bien ça, hein, Boris? Exact. Ancien responsable, désormais c'est Serge, mais on va pas compliquer les choses. Voilà, c'est enfin de termité, mais bon voilà, très bien. Et puis aussi notre partenaire, nos différents partenaires, la chaîne de blocs, la tribune, et puis on remercie encore une fois donc Laurent d'avoir apporté un éclairage très intéressant sur les applications, l'utilité de la blockchain. Voilà, écoutez, on remercie à tous.